Rebonjour, je vous propose qu'on attaque, si j'ose dire, les cancers ORL avec Caroline Even et Pierre Blanchard. Et on va commencer par les formes localisées avec la radiothérapie et du coup avec Pierre. Donc bonjour à tous. Cette année, plutôt un petit ASCO. Moi, j'ai décidé, donc je vais vous parler de la partie sur les carcinomes épidermoïdes et Caroline parlera plutôt des cancers du nasopharynx, où il y a eu un peu plus de données. Dans les carcinomes épidermoïdes, il y a deux situations. Globalement, il y a des situations où on a une maladie qui a un risque de récidive loco-régionale et on essaie d'augmenter les traitements, de les intensifier, et une situation où on essaie de désescalader les traitements pour limiter les toxicités à long terme. Et une des manières d'augmenter l'efficacité et l'intensité des traitements, c'est de faire des traitements préopératoires. Et donc là, il y a deux essais qui ont été présentés, qui sont des essais relativement petits, de phase 1 et de phase 2, de pembrolizumab préopératoire, un cycle ou 2 cycles avant la chirurgie. Alors comme c'est du préopératoire et que c'est pour des tumeurs de la cavité orale et qui nécessitent des traitements combinés, c'est plutôt des grosses tumeurs, des stades 3 ou 4, mais localisées, comme vous le voyez là. Et ce qu'on voit dans ces deux essais, c'est des taux de réponse ou de très bonnes réponses qui sont de l'ordre de 20% avec un cycle de pembrolizumab et de l'ordre de 40%, donc des réponses quasi complètes après 2 cycles de pembrolizumab, donc très, très encourageant, et donc avec une amélioration de la caractéristique anapathe de la tumeur. Et ce qu'on voit, c'est que les répondeurs ont une survie qui est plus longue que les non-répondeurs. Ça, c'est pas une nouvelle, mais en tout cas, ça montre une sensibilité importante de ces tumeurs à des doses faibles et des durées faibles d'immunothérapie en préopératoire. Donc ça, c'est pas inintéressant et ça doit être confirmé par des études plus grandes. Il y en a une phase 3 en cours avec le pembrolizumab notamment. La deuxième situation, donc je vous disais, c'est les situations de désescalade. Et en désescalade, il y a deux études qui ont retenu notre attention. La première, c'est une désescalade post-opératoire, donc dans les tumeurs de l'oropharynx, avec une étude de patients avec un cancer de l'oropharynx PCS+, opérés, et selon le risque anatomopathologique, soit ils recevaient une surveillance simple, soit une radiochimiothérapie, et ceux qui étaient dans les risques intermédiaires étaient randomisés entre radiothérapie 60 Gray et radiothérapie 50 Gray, donc une diminution de 10 Gray de radiothérapie. Et ce qu'on voit, c'est que les taux de contrôle et de PFS à 3 ans sont au-dessus de 90% pour tous les groupes. Ils sont moins bons chez ceux qui ont des facteurs anapathes de plus mauvais pronostic, c'est normal, c'est des maladies plus graves. Mais pour tous les autres, ils sont autour de 95%, ce qui est très élevé pour des tumeurs oropharyngées. Et puis on voit que les scores de qualité de vie sont très bons et s'améliorent peu longtemps après la fin de la radiothérapie. Donc c'est pas comparatif parce que c'est une phase 2 randomisée de grande taille, mais donc ça reste une phase 2, ça fera probablement pas changer les standards tout de suite, mais à discuter pour les patients qui sont dans les institutions où on opère ces patients, ce qui n'est pas trop le cas à Gustave-Roussy. Et la dernière étude dont je voulais parler, c'est des études de désescalade beaucoup plus sévères. Une étude du Mémorial sur à nouveau une phase 2 sur près de 150 patients qui avaient un cancer de l'oropharynx HPV+, également, qui étaient opérés de l'oropharynx. Et là, le traitement qu'ils faisaient chez les patients qui avaient soit une tumeur qui était non hypoxique, donc évaluée sur un PET scan au misonidazole, soit chez des tumeurs qui étaient qui devenaient normoxiques après radiothérapie. Ces patients ne recevaient que 30 Gray et 2 cycles de cisplatine, alors que je vous rappelle que pour les cancers oropharyngés, on en donne 70 des Gray. Donc c'est une très grosse diminution. Et ensuite, les ganglions étaient surveillés. Le primitif avait été opéré, les ganglions étaient surveillés et éventuellement opérés si jamais il y avait une récidive ganglionnaire. Et ce qu'on voit chez ces patients qui donc ont une diminution considérable de la dose de radiothérapie, c'est un contrôle loco-régional qui est très élevé dans la cohorte de patients qui ont une désescalade et avec des scores de qualité de vie qui sont très, 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 très favorables. Donc évidemment, c'est une phase 2 monocentrique. Il n'est pas question de changer les pratiques, mais c'est très enthousiasmant pour la suite.
Pierre, tu peux juste nous dire quelle est l'incidence de ces tumeurs P16 positives? Alors, dans les cancers oropharyngés, ça dépend beaucoup des pays. En Europe du Nord et aux États-Unis, on est largement au-delà de 50%. On est même plutôt vers 75-80%. En France, dans l'oropharynx, on est plutôt en moyenne autour de 30-35%. Et à Gustave-Roussy, population plus parisienne, on est autour de 50%. Donc, c'est important. En quantité globale, aux États-Unis, il y a plus de cancers oropharyngés liés à l'HPV que de cancers du col. Donc c'est une vraie problématique, une vraie population. Et une vraie étude de phase 3 est en cours? Alors, il y a beaucoup d'études de phase 3 en cours, de désescalade, dont certaines auxquelles on participe, qui sont soit en situation post-opératoire, soit en situation de maladie exclusive. Le point sur lequel il faut faire attention, c'est qu'il y a eu 3 études, dont une qui a été présentée à l'ASCO cette année, où la proposition de désescalade était de remplacer le cisplatine concomitant par du cetuximab concomitant. Et ces 3 études ont montré une augmentation des rechutes locorégionales. Donc, on fait attention aux études de désescalade. C'est pas sur des phases 2 monocentriques qu'on change les pratiques, comme je viens de vous le dire 2 fois. Il faut absolument avoir des phases 3 bien conduites. Merci beaucoup. Le nasopharynx en plénière? En plénière, alors on va voir qu'on a vu un peu double dans le nasopharynx parce qu'on a eu 2 études en adjuvant à l'oral et puis 2 études en récurrent métastatique. Pour les carcinomes nasopharyngés, c'est des études chinoises, donc il faut savoir que c'est des carcinomes nasopharyngés liés à l'EBV, parce que nous on a certains carcinomes nasopharyngés non liés à l'EBV, donc c'est une spécificité. La première en adjuvant, c'est la place de la capecitabine avec 2 études. La première où la capecitabine était selon schéma un peu classique, 1000 mg/m², 2 fois par jour, 14 jours sur 21. Les patients étaient randomisés avant la radiochimiothérapie, des stades 3, 4B, donc assez avancés, avec des critères aussi de mauvais pronostic et un endpoint principal, la PFS. On voit qu'il y a un bénéfice en PFS, pas de bénéfice en survie globale. Ces patients ne recevaient pas d'induction, alors que sur ces stades, actuellement, le standard, c'est de faire une induction, soit par TPF, soit par cisplatine, gemcitabine. La deuxième étude, pareil, capecitabine, cette fois avec un schéma métronomique, donc 650 mg/m², 2 fois par jour, tous les jours en continu pendant 1 an. Les patients là étaient randomisés après la radiochimiothérapie et pouvaient avoir reçu de l'induction. 78% des patients ont reçu de l'induction, mais pas l'induction comme nous on l'a fait chez nous, c'est-à-dire qu'ils avaient eu pour la majorité du taxotere cisplatine. Nous, nos standards sont soit le cisplatine gemcitabine, soit le TPF. Donc on voit qu'ils n'avaient pas reçu de 5FU. Et donc là, l'étude est positive aussi en PFS et aussi en survie globale. Est-ce qu'on peut entrer ça dans notre pratique courante? Je ne pense pas, parce que du fait de ce que je vous ai dit, que nous, on fait plutôt de l'induction et que là, il n'y avait pas eu soit d'induction, soit pas de vraie induction. Et après, les 2 autres études en récurrent métastatique en première ligne, donc dans les nasopharynx. La première en plénière, donc le principe de cette étude, c'était d'avoir le schéma classique de la première ligne, cisplatine gemcitabine, auquel on faisait l'adjonction d'un anti-PD1, le toripalimab et après le camrelizumab. Donc les patients recevaient 6 cycles de la combinaison cisplatine gemcitabine plus l'anti-PD1 ou le placebo, et puis après une maintenance par anti-PD1 et une maintenance par le placebo. Donc on voit que l'étude est positive en PFS. On voit que les courbes, elles se séparent à partir de 6 mois, donc à partir du moment où on passe au placebo ou à la maintenance par l'anti-PD1. En termes de taux de réponse, pour cette étude-là, on augmente le taux de réponse. On verra que pour l'autre, on n'a pas de bénéfice en termes de taux de réponse et on est sur des taux de réponse assez élevés, comme on voit d'habitude dans le nasopharynx, 66% pour cisplatine gemcitabine et 77% quand on ajoute l'anti-PD1. Tous les sous-groupes semblent bénéficier, quelle que soit l'OMS, la charge EBV, etc. Un bénéfice aussi en termes de survie globale, mais ce n'était pas l'endpoint principal, c'était la PFS l'endpoint principal. La deuxième étude, donc la cousine avec le camrelizumab, vraiment le même design d'étude, les mêmes patients. Positive aussi en PFS, et on voit que les courbes aussi se séparent à 6 mois à partir du moment où on passe à la maintenance.
En termes de taux de réponse, là, il n'y a pas de bénéfice et on a des taux de réponse un peu plus élevés. On est aux alentours de 80% de taux de réponse et une tendance en termes de survie globale. Les données ne sont pas encore assez matures. Et en termes d'effets secondaires, ce que je vous en ai pas parlé pour la première, mais on voit qu'ajouter l'anti-PD1 n'ajoute pas de toxicité. Alors les questions sur ces études, c'est que dans notre pratique clinique, on a plutôt l'habitude de faire la gemcitabine en maintenance. Là, on voit qu'il y avait le placebo. Donc, est-ce que c'est lié à la maintenance ou lié à l'anti-PD1 ? Et l'autre chose, c'est que quand il y a eu les questions, a été posée la question de savoir si les patients qui avaient eu le bras cisplatine gemcitabine avaient reçu de l'immunothérapie derrière. Non, les patients n'avaient pas reçu l'immunothérapie derrière. Très peu, puisque ce n'était pas encore un standard en deuxième ligne. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est juste l'adjonction de l'immunothérapie ou est-ce que c'est vraiment le fait de mettre les deux de la potentialisation ? Et puis, une dernière une petite chose sur les carcinomes des glandes salivaires. Vous savez que l'immunothérapie, pour l'instant, toutes les études étaient plutôt négatives. Là, on entrevoit un petit peu d'espoir avec 16% de taux de réponse et surtout un sous-groupe de patients qui sont les carcinomes canalaires salivaires qui semblent en bénéficier. Je vous ai pas mis l'étude translationnelle qui était sur un plus petit nombre de patients. Là, on voit que c'est limité déjà ces 32 patients et on semble pouvoir avoir sélectionné sur le micro-environnement tumoral des clusters de patients qui pourraient répondre. Donc, à approfondir, mais un petit espoir. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Concernant le nasopharynx, les molécules testées étaient des molécules chinoises. Est-ce qu'on espère avoir ces molécules approuvées en Occident ? Est-ce qu'il va falloir refaire les études avec les PD-1, PD-L1 actuels ? Il y a une étude avec le nivolumab, le même schéma, cisplatine, gemcitabine plus nivolumab qui est en cours. Après, on restera sur une population chinoise un peu différente de la nôtre, mais on peut avoir l'espoir que le nivolumab va arriver en combinaison. D'accord. Et vous avez vu, c'est vraiment une constante de cet ASCO. Les Chinois sont là, la Chine s'est réveillée, et c'est sûrement une bonne chose pour le monde quand il s'agit de sciences et de médecine, avec plusieurs études impressionnantes et qui potentiellement vont changer les standards. C'est important à noter aussi. Des questions sur ces jolies études portant sur les cancers ORL ? À Caroline ou à Pierre ? Non, c'est bon. Vous êtes assommés. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Et on se retrouve tout de suite pour les tumeurs thoraciques. À tout de suite.